Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denis Barry. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le calvaire des habitants de Jacquesville va bientôt prendre fin. Le pont de Jacquesville en construction est achevé. Il attend d'être livré. Il a été visité par le directeur général de l'agence de gestion des routes. Il y a une collision entre deux hélicoptères hier en Argentine. Elle a coûté la vie à 10 personnes. Au nombre des victimes, des membres d'une équipe de télévision française qui participait au tournage de l'émission d'aventure Docteur pour TF1. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets relatifs au développement de la Côte d'Ivoire ont été débattus au cours de ce conseil des ministres. Nous y reviendrons à 20h. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denis Barry. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à Ouattouré. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denis Barry, était porteur d'un message du président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi, selon le colonel Auguste Denis Barry, d'échanger avec le chef de l'État sur les grands projets communs à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, notamment l'autoroute Abidjan-Ouagadougou et la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori, Niamey, Parakou, Cotonou. Il y a des projets communs, notamment l'autoroute. Il y a également les chemins de fer, qui sont des projets structurants du point de vue économique, mais également structurants du point de vue de développement de nos deux pays, et pour lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions travailler donc très rapidement à faire une évaluation et qu'à partir de cette évaluation, nous puissions donc travailler à la concrétisation donc de ces projets chers à nos deux États. Il a été également question de traités d'amitié et de coopération que nos deux pays envisagent d'organiser à bonne date, et les commissions techniques devraient pouvoir se réunir très prochainement pour que cette rencontre de très haut niveau puisse se tenir et qu'un certain nombre de préoccupations, évidemment, que l'on retrouve au niveau de nos deux États puissent être discutées à ce niveau et que les solutions appropriées puissent leur être trouvées. Le colonel Barry a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour la victoire des éléphants à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Revenons sur la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Bas-Sassandra. C'était la semaine dernière. Et lors de cette visite, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait don de matériel aux populations de Buyo. Témoin pour RTI 1, Thomas Guessabi. Faire bon usage de toute occasion qui se présente. Cette recommandation des Saintes Écritures, Buyo en fait sienne. Le jeune département, en allant à la rencontre de la délégation du cabinet de la Première Dame au stade de la ville, y est allé avec deux motivations. Montrer sa capacité de mobilisation quand le temps l'exige et présenter aux émissaires de Dominique Ouattara les difficultés du moment. Yao Patricia Sylvie, au nom de l'époux du chef de l'État, salue la mobilisation exceptionnelle avant de répondre avec des dons à l'appui aux besoins des populations de Buyo. En ce qui concerne le domaine de la santé, chers parents, vous recevez aujourd'hui une ambulance. Je pense qu'elle était très attendue, car Buyo n'avait plus d'ambulance malgré les efforts des élus, de monsieur le maire, m'a-t-on dit. Aujourd'hui, Buyo était dans le besoin et voici que la Première Dame répond à cette attente
en venant vous apporter une ambulance. Vos yeux sont témoins de ce que l'épouse du président de la République vous fait cadeau aujourd'hui. Cependant, je voudrais vous rassurer, vous dire que toutes vos doléances seront transmises fidèlement au couple présidentiel. C'est avec empressement que les heureux bénéficiaires se prêtent au micro de l'équipe de reportage pour exprimer toute leur gratitude. Nous, femmes de bio, nous lui disons merci et que nous sommes prêtes pour emprunter le train de l'émergence. Au total, ce sont plus d'une centaine de millions de francs CFA de dons en nature dont bénéficie Buyo dans l'action sociale de la première dame Dominique Ouattara. En marge de cette visite d'État du président de la République dans le sud-ouest, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a échangé avec les membres du corps préfectoral du district du Bas-Sandra. Il les a félicités pour le bon déroulement de la visite d'État du président de la République dans leurs régions respectives. Abou Sanogo. Rencontre conviviale entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral du district du Bas-Sandra. Il s'est agi pour l'ensemble du corps préfectoral de traduire sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui œuvre à ce que chaque autorité préfectorale ait tous ses attributs de commandement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral du district du Bas-Sandra pour sa mobilisation et son engagement pour le bon déroulement de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Boclé, l'Annawa et San Pedro. Il a dit l'engagement du gouvernement à trouver des réponses à leurs préoccupations avant de les inviter à être des artisans de la paix. Soyez des représentants républicains de l'administration, pensez d'abord à la paix en Côte d'Ivoire. Anticipez sur toutes les questions pour que dans votre zone, il y ait la paix. Vous savez, il y a tellement de possibilités de conflits quand il y a ces questions d'élection, parce que l'ego des hommes, vous êtes là, vous devez être au-dessus des partis, vous devez tout faire pour préserver la paix. Cette rencontre entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le corps préfectoral du district du Bas-Sandra s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud-ouest. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation internationale du travail, OIT-BIT, signe son retour pour très bientôt à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. La question a été abordée lors de l'audience que le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a accordée au directeur général adjoint du Bureau international du travail, Gilbert Ongbo. Autre information, le séminaire portant sur la présentation du rapport d'étude d'un plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, a pris fin. Le résultat de la première phase de l'étude commanditée par le gouvernement ivoirien a mis en lumière les potentialités et faiblesses de l'économie du pays. Alexis Ouedraogo. Atteindre l'émergence de façon pratique nécessite une méthodologie. Pour l'établir, l'État de Côte d'Ivoire et l'OCDE ont initié des études avec pour objectif de définir un plan stratégique Côte d'Ivoire émergente en 2020. Lancée en septembre 2014, la première phase a consisté à établir le diagnostic des obstacles et autres moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un échange entre experts, un échange entre techniciens pour pouvoir bâtir le meilleur scénario possible pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. La seconde phase, en cours jusqu'à la mi-novembre, consistera à mesurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui a souhaité que l'OCDE procède à l'examen multidimensionnel de son économie. Nous avons déjà fait l'esquisse d'ailleurs de cette deuxième phase pour voir quels sont les moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire et également quelles sont les voies et moyens pour que les Ivoiriens puissent profiter de la forte croissance actuellement en cours. Des examens similaires, il faut le souligner, sont en cours en Birmanie, aux Philippines et en Uruguay.
Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs au code et procédures pénales ont été adoptés en plénière par l'Assemblée nationale. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe du prisonnier. Les procédures pénales sont désormais allégées et facilitées comme le demandent les conventions internationales. Ben Touré, Léo Broukwabé. L'étape de la commission terminée, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. 3 projets de loi ont retenu l'attention de 223 députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur l'organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Il remplace un test vieux de plus d'un demi-siècle. L'outil de défense qui a été perturbé, qui a été désagrégé par un certain nombre d'événements en Côte d'Ivoire, c'est le moment de faire en sorte que les nouvelles unités qui ont été créées, qui fonctionnaient donc en dehors de 1961, tout cela soit mis dans un cadre juridique. Et c'est l'effort que le président de la République fait pour relever le défi de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres, eux, ont trait au code pénal et au code de procédure pénale. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, signataire du traité de Rome, d'aligner sa législation à celle de la Cour pénale internationale, CPI. Conséquence, les juridictions nationales pourront statuer sur les peines dont était seule compétente la CPI. La peine de mort abolie fait désormais place à la prison à vie. Au départ, il y a des peines qui allaient jusqu'à 20 ans, mais des peines graves. Mais on était obligé de s'arrêter à 20 ans par rapport à la peine. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Et ça aussi, ça va faire réfléchir les criminels. Ce sont des lois qui nous ont permis de mettre à jour, de mettre en conformité la loi même, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale en conformité avec la Constitution. Cette plénière pour voter ces 3 projets de loi marque la clôture de la première session extraordinaire de la 2e législature de l'Assemblée nationale, ouverte le 23 février 2015. L'Ivoirien Tidiane Thiam est nommé directeur général du géant helvétique Crédit Suisse. L'ex-directeur général de la société d'assurance Prudential rejoint donc la banque suisse. Vous le savez certainement, il a occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire et c'est un honneur pour le pays. Adama Kouné. La Côte d'Ivoire et partant toute l'Afrique est à l'honneur dans la haute sphère bancaire. L'Ivoirien Tidiane Thiam est à la manœuvre d'une des plus grandes banques du monde, Crédit Suisse. S'il ne prend fonction qu'en fin juin 2015 comme directeur général du géant helvétique, sa nomination a été rendue publique ce mardi 10 mars. À ce stade de sa carrière, Tidiane Thiam donne un autre relief à son CV. C'est que un regard dans le rétroviseur permet d'observer un brillant parcours. Premier Ivoirien à entrer à l'école polytechnique et major de l'école des mines de Paris, il intègre le cabinet de consultants américain McKinsey en 1988. 6 ans après, nous sommes en 1994, il rentre en Côte d'Ivoire et occupe à 32 ans le poste de directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, avant de devenir ministre de la Planification en 1998. Après la crise de Noël 1999, il retourne chez McKinsey en 2002. En 2008, le groupe d'assurance britannique Prudential lui ouvre ses portes. Il est directeur financier. 1 an après, il devient PDG de ce grand groupe d'assurance. Star du business au Royaume-Uni, Tidiane Thiam est alors le premier dirigeant noir d'une entreprise cotée au FTSE, l'indice de référence du marché boursier de Londres. En juin prochain, il aura entre les mains la destinée d'une des principales institutions financières mondiales, fondée au milieu du 19e siècle et présente dans 50 pays avec 45 000 collaborateurs. En février dernier, Crédit Suisse déclarait un bénéfice de 1 300 milliards de francs CFA. Deuxième grand titre de cette édition, le calvaire des habitants de Jacquesville va bientôt prendre fin. Le pont de Jacquesville en construction est achevé, il attend d'être livré. Il a été visité par le directeur général de l'agence de gestion des routes AGEROUTE, Marila Maniessé Sidonie Waka Davila. Soulagement pour les populations de Jacquesville. Le pont tant attendu sera bientôt livré. L'agence de gestion des routes AGEROUTE, maître d'ouvrage délégué, s'est rendu sur le site en vue de s'assurer de la bonne finition de l'ouvrage avant son inauguration. La partie de gros œuvre est terminée. On est vraiment en train de faire juste le revêtement ici.
On va passer encore une couche de bitume, et puis sur les accotements, et puis il restera la station de péage à terminer. Le pont de Jacquesville est un pont à péage d'une longueur de 608 mètres et une largeur de 10,5 mètres, dont 2 trottoirs de 1,5 mètre chacun. Le coût du projet s'élève à 20 milliards et demi de francs CFA, financé par les bailleurs de fonds et l'État de Côte d'Ivoire. Le projet a débuté en 2009. Aujourd'hui, il n'attend plus que d'être livré. L'AGEROUTE a assuré la gestion du projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Et bien entendu, le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures économiques qui a eu l'initiative de construire ce pont. Aujourd'hui, pour pouvoir maintenir ce pont en état, ce sera à péage, donc tous les automobilistes vont payer le pont. Les populations de Jacquesville vont désormais rallier Abidjan-Jacquesville dans de meilleures conditions. Fini donc les désagréments causés par le bac qui ne sera plus qu'un souvenir dans l'histoire de Jacquesville. L'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, a procédé au lancement du projet de réhabilitation du jardin public Place de la Solidarité de Daloa. Ce projet est initié dans le cadre des actions d'intérêt communautaire par une soixantaine d'ex-combattants de la localité en phase de réinsertion dans le tissu socio-professionnel. Chantal Ouman à Kandon. Des brouettes, des bottes, des pioches, des pelles, des râteaux et des gants d'une valeur de 3 500 000 francs CFA pour mener à bien le projet de rénovation de la place de la solidarité de la ville de Daloa. Un groupe d'ex-combattants en phase de réinsertion dans le tissu socio-professionnel a reçu ce lot de matériel de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ADDR. La soixantaine d'ex-combattants bénéficiaires de projets ADDR pourra refaire dans un délai d'1 mois les figures du jardin de la place de la solidarité, à savoir reconstruire la pelouse, les bancs en béton, la peinture, clôturer et éclairer l'espace. Selon le chef du bureau ADDR de Séguéla, Oumar Diaby, qui a procédé à la remise du matériel, il s'agit d'une initiative des ex-combattants qui ont fait une formation dans les centres de resocialisation de Boaké et de Mbayakro. Ces ex-combattants ont choisi volontairement, en attendant la mise en route de leur projet individuel d'intégration à la vie civile, de restaurer gratuitement ce jardin public situé en plein quartier administratif. Tout en bénéficiant de l'appui logistique de la DDR, ces ex-combattants veulent ainsi contribuer à leur manière à soulager les populations qui ont aussi souffert des différentes crises. À Boaké, la police nationale a reçu 6 motos d'escorte d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le don provient des opérateurs économiques chinois exerçant. À Boaké, Abdul Kader, Segodogo. 6 motos d'escorte d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Voilà le don des opérateurs chinois à la police nationale à Boaké. La remise de ce don a fait l'objet d'une sympathique cérémonie à la salle de réunion de la préfecture de région de Boaké. Pour le donateur, ce geste est une promesse faite depuis son installation à Boaké il y a de cela 1 an. Boaké, ici, la police travaille sans moto, comme ça, c'est pas bon. Non, à la Chine, là-bas, fait commande 6 motos. Le préfet de police salue ce geste qui est le signe du renforcement du capital de confiance entre la police et la population. Nous voyons qu'il y a un lien qui est en train de se tisser, un lien fort qui est en train de se tisser entre la police et les populations. On ne donne pas quand on n'est pas content. Mais le fait de donner, c'est la preuve qu'on a confiance aux personnes en qui on donne. C'est pourquoi nous devons tout faire pour relever ces défis-là. Il y a environ 1 mois, la police avait reçu 7 véhicules des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce don de 6 motos vient accroître la capacité de réaction de la police pour la sécurisation des personnes et de leurs biens à Boaké.
L'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire est prévue en octobre prochain. Le bureau régional de la division des droits de l'ONUCI de Bouaké souhaite une implication des jeunes et des femmes dans les prises de décision. Une séance de sensibilisation est initiée au profit des femmes et des jeunes de Bouaké. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet promotion à la participation politique des femmes et des jeunes du Hambol et de Bouaké. Charles Tatou. Plus de précisions. Les jeunes et les femmes ne sont pas toujours associés aux prises de décision dans la société. Pourtant, ces deux franges composent la majorité de la population. La division des droits de l'homme de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI de Bouaké, veut les amener à s'impliquer dans le processus démocratique lors des élections présidentielles d'octobre 2015. Sur son initiative, une séance de sensibilisation publique sur la promotion de la participation politique vient de réunir les femmes et les jeunes des régions du Hambol et de Bouaké. Objectif, rendre visibles les contributions de ces groupes de personnes dans le processus électoral. La question de l'implication effective de ces deux franges de la société là, dans les décisions politiques surtout, a été effectivement jugée comme insuffisante. Et donc l'idée c'était de mettre ces deux couches-là ensemble pour que ces personnes disent quels sont les défis et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions. Les autorités locales, se réjouissant de cette initiative, ont engagé les jeunes et les femmes à s'approprier le processus démocratique. Le directeur régional de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Kwaku Daniel, a exhorté les jeunes à cultiver l'esprit de civisme afin de devenir des citoyens modèles. Une formation de 35 leaders d'organisations de jeunesse et de femmes sur les droits de l'homme et les techniques d'observation des élections de 2015 a mis un terme à cette sensibilisation. Une délégation libérienne dans les locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, hier mardi. Il y avait aussi des représentants de l'ONUCI et de la MINUL, la mission des Nations Unies au Libéria, venus participer à la 3e réunion quadripartite entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il a été question de sécurité, de cohésion sociale et de coopération bilatérale entre les deux pays. Nous vous proposons un extrait du communiqué final de cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire s'est félicité de la programmation de la prochaine réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens et de la réactivation de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-libérienne. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Libéria a exprimé la gratitude de Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf et du peuple libérien pour leur solidarité manifeste à l'égard du Libéria dans l'épreuve de la fièvre Ebola. Les partis se sont félicités de l'amélioration de la situation sécuritaire en particulier, des progrès accomplis dans le sens du rétablissement de la paix et de la stabilité dans les deux pays et ont salué à cet égard les efforts que le gouvernement des deux pays continue de déployer dans ce domaine. Le reportage complet de Christelle Ménon dans nos prochaines éditions. Et cette information, les noms des 15 personnes suspectées d'avoir pris part directement ou indirectement à l'assassinat du général Robert Guéhi ont été publiés ce mercredi par Anjo Kessi, le commissaire du gouvernement. Parmi ces personnes, 3 dont Dogbo Blege, Abi, Jean et Seka Yapo Anselme sont déjà sous les verrous. 4 autres personnes viennent d'être interpellé. Le reportage de Gabriel Zani à 20h. L'atelier bilan objectif 2015 de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, la DEMOS, a pris fin à Yamoussoukro. La DEMOS a posé de nombreuses actions pour le bien-être social des élèves et des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Décentralisation de la DEMOS à l'intérieur du pays, ouverture d'un cabinet dentaire et d'un service de cardiologie, la réduction des cas de grossesse en milieu scolaire, la création d'une mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le renforcement des compétences,
Ce sont quelques actions posées en 2014 par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. Un bilan jugé positif qui a amené la directrice de la DEMOS à féliciter tous ses collaborateurs tout en leur demandant de continuer sur cette lancée. Vous êtes le prolongement de l'administration en région, les acteurs de mise en œuvre de la politique d'amélioration des conditions de vie de nos ressources humaines. J'ai suivi de très près le déroulement de cet atelier. Vous avez été attentifs, concentrés et parfois très pointilleux dans les échanges. Je voudrais m'en réjouir et vous féliciter pour l'intérêt que vous avez accordé à cet atelier. Toutefois, vous conviendrez avec moi que nous avons encore du chemin à parcourir. Pour 2015, la DEMOS envisage de doter ces structures de moyens de locomotion, d'acquérir une ambulance médicalisée ainsi qu'un logiciel de gestion intégré et mettre à la disposition de ces structures décentralisées des travailleurs sociaux. En attendant, à la clôture de l'atelier bilan de Yamoussoukro, ces structures ont reçu du matériel informatique et bien d'autres équipements pour assurer leur bon fonctionnement. Et parlons maintenant du lancement des projets de modernisation de l'ESI et l'ESA. C'est à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce prestigieux institut veut répondre au mieux aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. Les activités de modernisation et de rénovation pédagogique de l'École supérieure d'agronomie ESA et de l'École supérieure d'industrie ESI de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont démarré. Cela à travers un séminaire de formation au profit des partenaires et experts de l'enseignement supérieur. Durant 4 jours, les participants ont réfléchi sur les objectifs pédagogiques et la rénovation des cursus académiques adaptés aux besoins des entreprises et à la modernisation de ces écoles de l'INP-HB. Les partenaires, notamment le directeur des régions chaudes de Montpellier, Sougaro Jacques Maillet, dont l'école accompagne l'ESA, et le directeur général de l'école centrale de Lyon, partenaires d'appui à la réforme pédagogique de l'ESI, Franck Debouc, ont successivement fait savoir que les réflexions sur l'ESA et l'ESI doivent mettre en relation la formation avec pour objectif d'accompagner l'école dans son processus de licence, master, doctorat, LMD, mais surtout d'être en adéquation étroite avec les besoins du marché de l'emploi. Ils ont insisté sur la rigueur en termes de recrutement d'élèves et d'enseignants. Pour le directeur de l'ESA, ces réformes vont permettre aux étudiants d'être opérationnels face aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. À l'issue de cet atelier, nous souhaitons arriver à moderniser l'ESA dans cette dimension pédagogique et institutionnelle afin d'accroître l'employabilité des diplômés et de répondre efficacement aux besoins des professionnels du secteur agricole et agroalimentaire de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Le projet de réforme pédagogique de l'ESA et de l'ESI s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CE2D, volet éducation-formation. Dans sa première phase, 21 milliards de francs CFA ont été accordés à l'enseignement supérieur, dont 14 milliards à l'INP-HB de Yamoussoukro. Et c'est un reportage d'Assane Kana et de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le chef de canton et les chefs de village de Guimbèche dans le département de Dikodougou, dans la région du Poro, viennent de recevoir leurs arrêtés de nomination du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils deviennent ainsi officiellement les auxiliaires de l'administration dans la région décentralisée des collectivités villageoises. Brahima Doumbia, RTI Boaké. Guimbé, département de Dikodougou, région du Poro. Le peuple Koufoulou était en fête. La raison? L'intronisation de son chef de canton et des 22 chefs de village de la commune et de la sous-préfecture de Guimbé. En effet, le préfet du département de Dikodougou, Kwakoundri, leur a remis leur arrêté de nomination au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Ils deviennent ainsi officiellement les auxiliaires de l'administration. Au nom de tous, le chef de canton a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir accordé un statut particulier. Je remercie le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, de penser à nous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je pense que
C'est une bonne honneur pour les chefs traditionnels qui doivent se comporter du bon comportement dans la discipline. Était présent à cette cérémonie le vice-président de l'Assemblée nationale, Kone Lassina Kordo, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Koulibaly, président de la cérémonie, et le colonel-major Issa Koulibaly, maire de Guiembé. Ils ont prodigué de sages conseils aux chefs de canton et de village afin de bien mener leur mission. Un premier vaccin contre Ebola, le VSV-EBEV, est en cours d'essai en Guinée. Il a été administré à une cinquantaine de personnes. Ces essais ont pour objectif de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre Ebola sur la base du volontariat. Il y a une collision entre deux hélicoptères hier en Argentine. Elle a coûté la vie à 10 personnes. Au nombre des victimes, des membres d'une équipe de télévision française qui participait au tournage de l'émission d'Aventure Dropped pour TF1. Des enquêteurs français sont arrivés sur place pour comprendre l'origine de ce crash. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.